Alors, ensuite, qui influence qui, etc., etc. Le sous-jacent, le spot. Comme je vous disais tout à l'heure, en futur, il y a cette petite inversion. On a tendance à dire que le spot, c'est le marché concret, le SP500 par exemple, c'est le spot, c'est le marché réel. Et en fin de compte, sur option, on a tendance à dire que le spot, c'est le marché, mais pas vraiment le marché euh, 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 concret. Le spot, c'est le prix maintenant tout de suite. C'est la valeur immédiate du marché. Le marché réel. La valeur immédiate. Le sous-jacent, c'est le produit en lui-même. Le SP500, c'est le sous-jacent. Si vous regardez par rapport au ES. Donc, la manière que ça va fonctionner, le sous-jacent influence directement les marchés futurs. C'est eux qui vont réguler le prix. Par exemple, euh, pendant la nuit, le futur va bouger. D'accord, ok, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, il fait sa vie, on s'en fout. Et au moment de l'open, ben, en fin de compte, c'est le vrai marché qui ouvre au moment de l'open. Donc le futur va venir stabiliser au niveau du prix de l'open. C'est pour ça que des fois vous avez des gaps. Euh, le futur, en général, il va servir de référence au marché option. En général, le marché option est très rarement directement indexé, si on peut dire ça comme ça, au sous-jacent, au spot. Il est souvent directement relayé à un marché futur. Donc en fait, les options, c'est un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, un espèce de dérivé du marché futur. Un petit peu comme un CFD, mais sans être un CFD. Un peu bizarre de dire ça comme ça. Le CFD, rappelez-vous, c'est parce que c'est indexé, c'est un produit qui appartient au broker. Là, l'option n'appartient pas au broker. Il n'y a pas de broker qui peuvent dire le produit m'appartient. Ce n'est pas le cas. C'est un produit qui est directement sur le prix du marché. Le CME propose également des marchés options. C'est un flux spécifique qui n'est pas accessible en propre firme, mais c'est un flux bien spécifique, le flux option. Et forcément, le prix va dépendre du futur. Vous avez deux prix, hein, rappelez-vous. Vous avez ce qu'on appelle le prix d'exercice et le prix du sous-jacent. Le prix du sous-jacent, en fin de compte, là, par rapport à l'option, le sous-jacent sera le futur. Donc en fait, c'est le prix de référence, ça sera le futur. Donc l'option, le ES, on va regarder le ES futur pour avoir l'évolution du prix. Et vous avez donc le prix d'un côté, et vous avez la deuxième partie, c'est le, le prix d'exercice. Donc vous avez cette différence entre le prix du sous-jacent, donc le prix par exemple du ES, le prix de référence, et vous avez le prix d'exercice. Et tout ça, on va ajouter donc le temps et la volatilité, et ça vous donnera le résultat du mouvement. Cette partie-là est un petit peu complexe. Donc, est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Pour l'instant, ça va. Ça Perso, va? oui. J'ai perdu personne? Bon, ben c'est parfait. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'il y a, Gladys? Non, non, je dis non, pour l'instant, t'as encore perdu personne. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On se débrouille bien, on se débrouille bien. Si je perds personne, c'est pas mal. Bon, alors, les applications concrètes pour le trader. Sur futur, un trader focus futur, un trader qui va faire que du futur, il va avoir un accès au marché en temps réel. Marché en temps réel, donc il aura accès au DOM, order flow, footprint, bon bref, vous avez compris le délire, ce que nous on utilise actuellement. Là-dessus, voilà. Exécution rapide, ok. La gestion du risque, ben, forcément, ça sera uniquement avec des stops. La gestion du risque dépend uniquement des stops. Si vous ne mettez pas de stop, il n'y a aucune gestion du risque. Et donc forcément, s'il n'y a pas de gestion du risque dans le temps, les pertes sont potentiellement illimitées sur futur. L'exposition est à 100% due au mouvement. C'est-à-dire que le marché monte, vous gagnez de l'argent, le marché descend, vous perdez de l'argent. Si vous êtes dans une position acheteuse, bien sûr.
La discipline, la gestion émotionnelle est essentielle. La discipline, c'est la régularité qui fait en sorte que vous êtes rentable. Vous avez le droit de perdre, mais il faut gagner plus que ce que vous perdez. C'est cette discipline qui vous permettra d'être rentable dans le long terme. Et c'est ce que je disais plus ou moins hier avec le Nasdaq, où le Nasdaq est tellement tordu et tellement pas forcément évident à travailler, que la moindre erreur sur le Nasdaq vous coûtera plus cher, parce que le marché est plus complexe, plus réactif. Donc la discipline devra être encore plus forte sur le Nasdaq que sur d'autres produits qui sont moins agressifs. Donc plus vous êtes sur des marchés moins agressifs, je ne vais pas dire que la discipline va être moins importante, mais en tout cas, ça va participer. Ça sera plus facile à travailler. La gestion émotionnelle également. Si vous êtes sur un marché qui est extrêmement lent, forcément que normalement les émotions, ça devrait aller. Si vous êtes sur un marché extrêmement rapide, ben forcément vous êtes impacté directement et donc il y aura une gestion émotionnelle beaucoup plus complexe. Les traders, alors ils utilisent les options, les traders qui utilisent les options, ceux qui sont vraiment focus options, souvent ils travaillent surtout des scénarios. Ils travaillent des scénarios, alors tu vas me dire, oui, mais avec le futur on travaille des scénarios également. Oui, mais en fait, étant donné qu'on va inclure une gestion du capital, pas par rapport à la gestion du risque des stops, mais plutôt à une gestion du risque vis-à-vis de la prime, en fin de compte, c'est juste une question de scénario et de probabilité. On sait très bien que si le marché ne monte pas, tu vas exercer ton droit disant non, tant pis, moi j'arrête là, j'accepte, je refuse la position. Je refuse ma position, le marché n'est pas monté, il n'est pas là où je voulais, donc je prends la prime. Et voilà. Donc c'est une gestion de scénario et de probabilité. L'avantage, c'est qu'on peut avoir des très bonnes probas si on se débrouille bien et qu'on cumule ce genre des statistiques. Il y a beaucoup de statistiques avec les options. C'est justement là où j'ai trouvé ça très intéressant avec le broker WHS. Il avait utilisé des scénarios et des probabilités. Et lui, il annonce officiellement que dans ses stratégies, il a quasiment 99% de rentabilité. Ça paraît totalement fou de dire qu'on a 99% de rentabilité. Surtout sur futur, c'est même pas envisageable. Mais en fin de compte, sur option, c'est envisageable. Je dis pas que ça arrive à tout le monde d'avoir 99% de rentabilité. Non, c'est pas le cas. Mais 99% d'avoir de trades gagnants sur les options est envisageable parce que en fin de compte, tu vas prendre des positions, tu peux lâcher ta position, reprendre d'autres positions, rajouter, reprendre une autre position, donc rajouter une prime. Et en fait, tu peux réadapter ton marché. Si le marché descend, tu perds, mais tu perds uniquement ta prime. Tu as rajouté une autre position par la suite. Et en fin de compte, tu te retrouves avec une gestion multiproduit. Et ce qui fait que quand tu as ta gestion multiproduit, avec plusieurs types d'entrées à plusieurs moments différents, la gestion du risque, elle diminue avec le temps. Elle diminue vraiment. Et donc c'est gérable d'avoir des bons scénarios et des bonnes probabilités. C'est ce que lui, il utilise. Si vous voulez le lien, je vous enverrai son lien de sa vidéo. La regardez pas comme ça maintenant tout de suite, attendez qu'on ait fini la série sur les options parce que vous allez être largué, il y a trop de termes techniques qui vont vous parasiter, vous n'allez pas comprendre ce que veut dire quel terme technique parce qu'il n'explique pas du tout les termes techniques. C'est plus une vidéo qui est intéressante pour des gens qui connaissent déjà les options. Donc tant que vous n'avez pas regardé la fin de la vidéo, je ne vous conseille pas. La gestion du risque, elle est définie à l'avance. Forcément, elle est définie par la prime, donc vous n'avez pas le choix, donc elle est définie, donc pas de problème. Elle permet des stratégies plus complexes, basées sur des spreads, sur de la couverture. L'autre terme, je ne vais même pas le lire parce qu'en étant dyslexique et en étant nul en anglais, je vous rassure, je ne suis pas capable de lire ce mot-là. Straddle. Bon, bref, vous avez compris. Si vous êtes bon en anglais, vous pouvez me le dire comment ça se lit parce que voilà. Moi, je ne suis pas capable. Bon, on verra, il y a des stratégies bien spécifiques, on en parlera, il y a des vraies stratégies qui sont très intéressantes à ce niveau-là. Et à la différence du futur, on intègre le temps et la volatilité.
L'approche est donc plus stratégique que réactive. Un exemple concret, sur le ES, si tu rentres à 5000 avec un lot futur, tu rentres à 5000, le marché prend 50 points. Donc il monte de 5000 à 5050. S'il monte à 5050, tu as pris 50 points. Si le marché ne monte pas, il reste à 5000, tu as pris 0 points. Si le marché prend une perte et qu'il passe à 4950, il a perdu 50 points. Si le marché descend à 4900, tu as perdu 100 points. Donc officiellement, le résultat est proportionnel au mouvement, sans réelle limite. Donc on peut monter à 5000 et passer à 10 000, mais on pourrait très bien passer à 0. Il n'y a pas de vraie limite dans une prise de position. Officiellement, on se doute que le marché ne va pas faire 5000 vers 0. Ça serait un crash boursier monumental. Je ne vois même pas l'idée que le ES perde 100% de sa valorisation. Mais c'est déjà arrivé dans le passé, Covid, où le marché a perdu 30% de sa valeur pendant le Covid. Quand il y a eu les crashs boursiers là, avec le World Trade Center pendant les attentats en 2001, ben, forcément le marché avait perdu combien? 40% je crois. Des crashs comme ça, il y en a eu. Je ne dis pas qu'il va en avoir un demain, mais ça reste envisageable. Les prochains crashs par rapport aux estimations actuelles devraient être entre 30 à 50% de la valorisation du prix du marché actuel. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui on est à, je vais dire une bêtise, 7000 sur le S, dans un prochain crash, il pourrait passer au maximum à 50% de sa valorisation, donc descendre à 3005. Ça serait un crash monumental. On ne parle pas de descendre à zéro, mais potentiellement, bah, rien n'empêche la descente à zéro. Bon, officiellement, c'est le discours. Dans la réalité, il y a ce qu'on appelle des circuit breakers. Imaginons qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, les États-Unis se font toucher par une bombe iranienne, on n'en sait rien. Il y a un crash boursier, le marché du US tombe, perd 7% de sa valeur. S'il perd 7% de sa valeur, il y a un espèce de circuit breaker qui va bloquer le ES et il ne sera plus tradable. On ne pourra plus rentrer ni sortir de position du marché. Pour ça que si on perd à peu près 5% de la valeur dans une journée, moi je vous recommande de ne plus trader le ES. Parce que si vous continuez à le trader, vous vous exposez à un risque. Et le risque, c'est concrètement que tout simplement, vous soyez bloqué dans une position sans la possibilité de pouvoir clôturer la position. Et ça, c'est que dès qu'on dépasse les 7%, c'est comme si le marché était fermé. Là, maintenant, tout de suite, boum, perdu 7%, il ferme le marché, c'est clôturé, plus de possibilité de rentrer ou de sortir, comme si c'était en pleine nuit. Pareil, aucun changement. Le résultat, c'est que on ne sait pas à combien il ouvrira quand il réouvrira. Il peut très bien être fermé pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, on ne sait pas. Ça dépend de la situation de la guerre. Avec un peu de chance, il réouvre en positif. Avec un peu moins de chance, il réouvre en négatif. Et s'il réouvre en négatif, autant vous avez cramé le compte. C'est une possibilité. Pour ça que le ES perd 5%, on arrête de trader. C'est circuit breaker, c'est le premier qui va clôturer de toute manière. Et si lui clôture, vous êtes sûr que le YM, le RTY, le Nasdaq, ils vont bloquer par la même occasion. Mais ils bloqueront avec un petit peu de retard. La priorité, c'est le ES qui bloque. Tout le reste bloquera par la suite. Bon, bref. Donc, il n'y a pas de... Il y a potentiellement, je précise bien, potentiellement une perte illimitée sur les ES. Sur l'exemple de l'achat, je précise bien, de l'achat sur le marché obligataire. La prime est de 50, imaginons. Donc du coup, si tu achètes un call à 5000 pour une prime de 50, le marché est monté de 50, tu as ton gain potentiel de 50. Donc officiellement, tu commences à être en gain à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur au prix de ta prime.
Hypothétiquement, si le marché reste à 50, à 5000, il n'a pas pris de valeur, c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, tu payes ta prime, point final. Ta prime, c'est ta perte max, c'est-à-dire c'est 50. Si le marché est descendu de 50, ben, tu perds ta prime, c'est la perte max, donc tu as perdu tes 50. Si le marché descend plus de 50, ben, on s'en fout, la prime max, c'est 50, point final. Donc la perte maximum, c'est 50. C'est donc la valeur de la prime, et tu ne peux pas perdre plus que la valeur de la prime. La prime, c'est le max que tu peux te permettre de perdre. C'est ton SL qui est défini à l'origine par le marché, par la valeur de la prime. Et les gains sont potentiellement illimités. C'est-à-dire que, comme je vous disais, le marché monte, prend 50, 100, 200, 300, on s'en fout. Tant qu'il prend, ben, c'est du bénéf. C'est du bénéf. Donc, les futurs, je prends un trade, j'assume tout. Ben forcément, c'est une obligation, donc tu es dedans, tu assumes. Les options, tu payes pour avoir une opportunité et pas une obligation. Tu as donc l'opportunité de rentrer ou pas en position. Tu as le choix. Pour la vente, tu deviens ce qu'on appelle obligé sur une position vendeuse. Ça veut dire que, en fait, sur la position vendeuse, si la prime, c'est le max que tu vas gagner, et la perte, elle sera illimitée. C'est l'inverse. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous parler de achat sur le marché obligation, marché option. Sur le marché option. Je vous parle tout le temps d'achat. Parce qu'à la vente, le maximum de gain, c'est la prime. Et la perte est potentiellement illimitée. Parce qu'on est dans le sens inverse. D'accord? Et On a juste pour l'effet de levier, on avait dit tout à l'heure, pour le marché option, l'effet de levier, c'est la prime. Du coup, tu veux dire que plus la prime est grande, plus si ça va dans l'autre sens, c'est un quoi du coup, si ça Ouais, va dans l'autre sens, ouais, on gagne plus c'est par ça. poids. C'est ça. En fait, c'est pas exactement ça. Mais c'est presque ça. En fait, tu as un effet de levier sur le marché option, au même titre que ce que nous on a. Tu vois, quand tu rentres, regarde par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple le CME. Le CME, quand tu rentres dedans, tu rentres dans le Bitcoin par exemple. Ben, sur le Bitcoin, si le marché monte de 1 $, ben, moi j'en prends 5 sur la même position. Ça veut dire que mon effet de levier, c'est un x5. Tout simplement. Actuellement, sur les futurs, tu prends le YM. Si le YM monte d'un point, c'est 1 $. Mais toi, t'en gagnes 5. Oui, Donc ton effet de levier, il est de 5. 25, oui. Tout simplement. Donc tu as cet effet de levier. Chez les options, c'est un petit peu pareil. Sauf que dedans, tu inclus une histoire de temps. Pourquoi tu inclus le temps? Parce que tu as la date d'échéance. Plus tu vas te rapprocher de la date d'échéance, moins tu as de temps pour gagner de l'argent. En fait, c'est un pari sur le temps avec l'option. Ce pari sur le temps te dit tout simplement, tu rentres en position maintenant, la date d'échéance est dans 30 jours. D'accord. Donc si tu as 30 jours devant toi, tu as le temps que le marché fluctue. Pourquoi on a le temps? Parce qu'il y a 30 jours devant toi, c'est quand même long 30 jours. Il y a du temps. Par contre, si tu prends une position sur le marché option et il te reste 5 jours avant l'échéance, ben t'as que 5 jours pour que le marché soit positif. Il n'y a pas beaucoup, tu vois. Et c'est ça en fait qui va jouer. Donc en fait, cet effet à la fois l'effet de levier ou à la fois l'effet, en tout cas sur le marché, euh, c'est cette date d'expiration qui compte. Parce que plus tu te rapproches de la date d'expiration, moins tu as de temps pour faire du bénéfice. Donc le marché devient de moins en moins attractif. Et s'il devient de moins en moins attractif, ben, il y a donc de moins en moins de volatilité, de moins en moins d'intérêt.
bon, ben, on essaie de s'arranger un peu pour le rendre un peu plus intéressant, tu vois, à un moment donné. Et donc, des fois, ben, il y a des variations du prix du levier par rapport à ça. Ça va? Ouais. De toute façon, en option, quand on la prend, c'est avec un échéancier fixe et prix fixe et tout. Donc, on C'est va ça, changer ça c'est tant ça, qu'on l'a pris. c'est ça. Ouais. Alors, il y a des choses qui vont changer, hein. La valeur de la prime peut changer également dans le temps. Ah ouais. Ouais. Ce qui ne change pas, c'est le prix d'exercice. Je vais te dire une bêtise, mais on va le voir après. Bon, il est 15 heures, donc on va bientôt arrêter cette partie-là. Mais quand tu vas sur le marché, le marché des options, tu as donc deux valeurs. Tu as la valeur du prix, d'accord? Et tu as la valeur du prix d'exercice. Le prix, c'est en fin de compte, si c'est le prix des références, c'est le ES, c'est la valeur du ES. Point. Donc c'est ton ES. Le prix d'exercice, c'est le prix qui a été défini. Il a été défini par qui? Il a été défini par les institutionnels. Par les institutionnels. Par les, par comment ça s'appelle? Par les places de marché. Les places de marché qui ont déterminé que ce prix-là était un bon prix. Donc c'est le prix officiel un peu comme le prix moyen, si tu veux, c'est le prix officiel du marché. C'est un prix qui est fixé dans le temps. Donc si tu es au-dessus, ben, tu es pratiquement dans ce qu'on pourrait appeler du surachat. Et si tu es en dessous, tu es dans le sous-achat, dans la sous-valeur du prix. Donc en fait, le prix d'exercice, c'est le véritable prix, si tu veux, du marché. Mais officiellement, il n'est pas déterminé par nous. C'est le calcul entre le prix actuel, le prix, ce prix-là, et l'histoire du temps qui va déterminer la prime. La prime, c'est deux paramètres. C'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. On va en reparler, hein, t'inquiète pas. Valeur intrinsèque, concrètement, c'est la différence entre le prix réel et le prix d'exercice. Donc, par exemple, la valeur du ES actuel, la valeur du prix du prix d'exercice. Tu prends les deux, tu fais la différence, tu vas avoir un montant. Ça, c'est la valeur intrinsèque. De l'autre côté, la prime temps, elle est déterminée. C'est concrètement le montant de la prime moins la valeur intrinsèque, ça te fait la prime temps. Et la prime temps, elle évolue avec le temps, plus on se rapproche du prix de l'échéance. Et plus on se rapproche du prix de l'échéance, plus la prime temps perd de la valeur. Ben, forcément, il y a moins de temps pour travailler. Donc si tu prends une position et que le lendemain tu as le prix d'échéance, ta valeur la prime temps, elle vaut rien. Elle vaut plus rien, tu vois. Elle n'a plus vraiment de valeur. Donc par contre, si tu la prends tôt, ben, tu es plus loin de la prime temps et donc forcément, ben, à ce moment-là, tu as plus de valeur sur la prime temps. Donc tu as la valeur intrinsèque, tu as la valeur temps, et c'est l'addition des deux qui te fait la valeur de la prime. Donc la prime en elle-même, elle évolue quand même un petit peu dans le temps. Mais elle est quand même, quand toi tu décides de rentrer en position, elle est, au moment où tu rentres dans la position, elle est définie à ce moment-là. Ouais. Tu vois? Bon. Demain, on passera à la suite. Donc là, déjà, ça c'est bien, on a pu parler déjà de tout ça. Demain, on parlera donc du parti guide où je vais vous expliquer l'histoire, donc l'achat, la vente, les éléments qui composent donc votre option, le sous-jacent, etc. On reparlera du sous-jacent, on reparlera du call et du put. On parlera de la prime, donc ce qu'on vient de discuter là. On parlera également du money nice, hein, money nice. Moi, je m'excuserai pour l'accent, mais on parlera de ça. Et on parlera également des Grecs. Il y a des valeurs grecques, le delta, le theta, le vega, le vega et le gamma. Je vous ferai peut-être aussi une explication, alors, je vous mettrai tout ça également, mais je vous ferai une explication avec le gamma. Il y a un gamma sur futur. Officiellement, le gamma n'existe pas sur futur. Là, c'est bien, je vous fais un comparatif entre le futur et l'option. Demain, on va parler beaucoup de delta et de gamma. Le delta,
c'est pas le même delta que ce que nous on a sur futur. Nous, le delta sur futur, c'est tout simplement, tu as les transactions, c'est une soustraction des transactions entre les acheteurs et les vendeurs. Tu as soustrait les acheteurs, en fait, tu as pris les acheteurs, tu as soustrait les vendeurs. Ce montant-là, c'est le delta. C'est un delta de transaction. Dans les options, ils ont un delta, mais c'est un delta qui va mesurer en fait la volatilité. Donc c'est pas le même delta. Donc ne mélangez pas, on va parler de delta demain, ne mélangez pas les deux. Et le gamma, du coup, c'est une analyse sur le delta. Et cette analyse sur le delta permet de mesurer l'intensité de la volatilité. Et c'est cette intensité de volatilité que nous, on va utiliser sur le marché des options et qui n'existe pas officiellement sur le marché des futurs. Nous, on va y travailler là-dessus parce qu'il y a quand même une possibilité de s'en rapprocher fortement. Et c'est en se rapprochant de ça fortement qu'on peut établir une stratégie gamma sur futur. Et ça sera la dernière page de ce qu'on va voir là-dessus. Pourquoi ? Parce que ce que je veux faire, c'est vous mettre en une stratégie bien spécifique de gamma sur futur. Il y a le gamma simplifié. Le gamma simplifié ne m'intéresse pas trop. Officiellement, je ne vais pas dire qu'il est nul, parce qu'il a quand même des intérêts, mais c'est un gamma simplifié. Le gamma simplifié sur futur, c'est en fait on va trader en prenant en compte tout ce qui s'est passé sur la journée précédente. Imaginons, vous allez prendre le marché de la journée précédente, donc toute la journée complète, et vous allez en faire sur une seule bougie. Vous allez avoir le prix de l'open, vous allez avoir le plus haut, ça sera par exemple votre mèche, le marché a été vendeur, vous avez votre prix de clôture, et en dessous, c'est le marché où il est allé au plus bas et il est remonté jusqu'au prix de la clôture. Donc vous allez avoir une seule bougie qui va représenter la journée de la veille. Donc une seule bougie qui représente la journée de la veille. Et bien, concrètement, le gamma simplifié, on va prendre en compte le corps de cette bougie et travailler que à l'intérieur du corps de cette bougie. C'est-à-dire que quand on est au niveau de l'open ou du close, de la bougie de la journée de la veille, on va prendre des positions soit acheteuses ou soit vendeuses. Pourquoi ? Parce qu'on va supposer que ce sont des niveaux de résistance très importants et que le marché est susceptible de rebondir dans ces niveaux. Moi, personnellement, j'aime pas trop ce truc-là, ça me dérange. Je suis prêt à en entendre, je suis prêt à dire il faut faire effectivement attention sur le prix de l'open d'hier ou sur le close d'hier, ou sur le plus haut d'hier, ou sur le plus bas d'hier, ou sur le POC d'hier. Je veux bien qu'on dise effectivement il faut faire attention. Mais de là à prendre directement des positions par rapport à ça, je suis pas fan. Je suis pas fan. Mais le gamma simplifié, c'est ça en fait. C'est que tu prends 5 points, le plus haut de la veille, le plus bas de la veille, le close de la veille, l'open de la veille et le POC de la veille. Tu as tes 5 et ces 5-là, c'est dans les zones sur lesquelles tu vas travailler. En fin de compte, certains diront ah, c'est pas bien, gna 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 gna. Moi j'en connais qui diront que c'est pas bien et ils le font d'une autre façon. Et, ils prennent le volume profile ou le market profile de la veille pour pouvoir avoir les 70% de la zone où il y a eu le plus de transactions en se disant on a le plus haut des 70% de là où il y a eu le plus de transactions et on va prendre des positions vendeuses à partir de ce moment-là. Et quand on a le plus bas, ben on va prendre des positions acheteuses dans cette zone-là. En fin de compte, ça revient à la même histoire que mon histoire de bougie, avec mon moment de clôture, mon moment d'open, mon moment du plus haut et mon moment du plus bas. Donc le gamma simplifié, c'est un petit peu tout ça. Et, moi, spécialement, voilà, je ne suis pas totalement fan. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une personne qui voulait venir dans mon fonds d'investissement. C'était l'année dernière, ou un peu plus, peut-être un an. Ouais, l'année dernière, je crois. Dans le fond, l'objectif, lui, tradait uniquement avec le gamma. Donc, il tradait qu'avec ça, et pour lui, c'était la révélation de l'année, c'était que ça.
À la limite, j'ai peut-être une préférence pour le volume profile, parce qu'au moins c'est un volume réel de transaction au lieu du delta qui correspond juste à un prix d'open et un prix de clôture du marché. Après, chacun voit midi à sa porte. Reprenez, si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur le volume profile et sur le market profile. C'est exactement la même stratégie, sauf qu'au lieu de vous focaliser sur le volume profile, le market profile, prenez comme si c'était qu'une seule bougie en fait. Vous avez le POC de la bougie, vous avez le plus haut qui correspond au plus haut de la mèche, donc c'est le plus haut des transactions. Le plus bas, c'est le plus bas donc, de votre volume profile, c'est également le plus bas de votre journée d'hier. Et les 70%, ça sera les 70% la tranche haute, soit la clôture, soit l'open. Les 70% de la clôture basse sera soit le plus bas, soit l'open ou le close de la journée. Et en fait, toute la stratégie va être basée là-dedans par rapport à la bougie de la veille. Je suis pas fan. Voilà, c'est le gamma simplifié. Et il y a beaucoup mieux à faire. Et le beaucoup mieux à faire, c'est ce qu'on va arriver à la fin de cette série de vidéos. C'est bon pour vous, pour aujourd'hui? Ok. Ouais, ouais. Ouais. Mais ça a mis plus longtemps que ce que je pensais au niveau des explications. Je pensais qu'on allait un peu plus vite. C'est pas grave. Bon, il est 15h11, on va attaquer l'open. Yann, tu commences à me partager ton écran. Je vais aller voir également les annonces économiques. Je vais couper cette partie-là.